Donc, bonsoir, merci pour votre présence. Donc, ce cycle continue. Donc, le cycle est lié à l'exposition Bon Appétit qui a lieu à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc, il y a eu deux premières conférences. Une qui était donc la semaine dernière, c'était sur la génétique, donc les prédispositions génétiques qui sont liées donc à l'obésité. Et la première, c'était Claire Lévy-Marchal sur les maladies métaboliques liées à l'obésité. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Joël Doré, qui est directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, qui est le premier institut européen en recherche agronomique, le deuxième au monde, je crois. Et je vous rappelle que ce cycle de conférences est traduit en langue des signes et également retranscrit par Vélotipie pour le public sourd et malentendant. Donc voilà, sur les écrans latéraux, il y a le texte qui est tapé simultanément par une personne qui se trouve à Caen, qui visiblement nous entend bien. Et donc la conférence pour 1 heure environ, et puis après vos questions s'il y en a, et on finit maximum à 20h. Voilà. Donc Joël Doré, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai un grand plaisir à avoir l'opportunité de faire cette présentation ce soir pour vous sur les bactéries, avec un point d'interrogation. Peuvent-elles être des alliés contre l'obésité ? Donc je vais vous parler de bactéries, mais pas de l'ensemble des bactéries de la nature, essentiellement de ce qu'on a appelé longtemps la microflore intestinale. La terminologie change un petit peu et donc sur cette première diapositive, j'insiste sur le fait que je vais vous parler moi de mon côté de microbiote intestinal, le terme de microflore ayant été retenu par homologie en termes d'évolution, ou du moins tel qu'on le pensait, entre les bactéries et les plantes, et on sait aujourd'hui qu'il s'agit de deux domaines du vivant bien différents, et donc on parle de microbiote. Le microbiote intestinal, donc je vais en 4 points vous présenter ce qu'il est en quelques chiffres, quelles sont ses fonctionnalités, et je terminerai par son rôle potentiel dans le contexte de l'obésité. Donc en quelques chiffres, chacun de nous héberge 100 000 milliards de bactéries dans nos intestins, 10 puissance 14. C'est 10 fois plus de cellules individuelles que le corps humain ne contient de cellules. Et ce sont des milliers d'espèces différentes, une très grande biodiversité, douée d'une grande stabilité au cours du temps pour cette communauté résidente qu'on dit aussi commensale, dans la mesure où on partage avec elle nos aliments, et autochtone, au sens où elle n'a pas besoin d'être réinoculée par l'environnement, par les bactéries extérieures, mais elle est en permanence en nous-mêmes. Le microbiote exerce une activité métabolique aussi importante que celle du foie, ce qui donne de l'intestin l'image d'un organe à part entière. Alors l'homme, comme je l'évoquais, est 90% fait de bactéries et 10% fait de cellules humaines. En nombre, bien sûr, si l'on s'intéresse à la contribution en poids, les bactéries ne contribuent qu'à peu près pour 1 kg du corps humain. Et point important, et j'y reviendrai, 70% environ des bactéries que l'on héberge dans nos intestins, y compris les bactéries dominantes, nous sont inconnues aujourd'hui par les techniques de laboratoire. On n'a pas été capable de les cultiver pour l'instant. Les bactéries étaient, à titre de remarque, sur Terre bien avant l'homme. Elles sont là depuis 3,5 milliards d'années sur la planète. Et le point important par rapport à cela, c'est qu'on peut dire que l'association, la symbiose entre l'homme et les bactéries est issue d'une très longue coévolution. Même si l'homme en tant qu'espèce a connu des changements énormes au fil de sa propre évolution sur la planète, et notamment en termes alimentaires et nutritionnels, des évolutions qui ont dû être évoquées par les collègues qui vous ont parlé d'obésité avant moi. Donc si l'on s'intéresse à la répartition du microbiote intestinal dans l'intestin, chez l'homme, ce que l'on note, c'est qu'il y a un ensemble de niches écologiques successives et les populations bactériennes vont évoluer en allant, en termes de
densité de façon croissante. Les chiffres qui sont présentés ici sont en nombre de bactéries par gramme de contenu intestinal. Donc on voit que dans l'estomac, on héberge environ 100 à 1000 bactéries par gramme de contenu. Puis dans le duodénum, on va de 100 000 à 1 million de bactéries par gramme ou par millilitre. Dans l'intestin grêle, la suite de l'intestin grêle, les chiffres augmentent jusqu'à environ 100 millions à la fin de l'intestin grêle. Et puis on a à nouveau une augmentation marquée au niveau du côlon, qui est la partie la plus distale de l'intestin, qui est représentée ici en orange. Cette partie-là, trois parties, le côlon ascendant, transverse et descendant. C'est une partie de l'organe où il y a une stase, un ralentissement du transit et où les bactéries se développent énormément. C'est donc la partie la plus colonisée, avec jusqu'à 100 milliards de bactéries par gramme de contenu. Et à l'intérieur de l'intestin en général, il existe un ensemble de micro-niches écologiques, chacune ayant son propre microbiote particulier. Alors le tube digestif, du point de vue du microbiote, peut être regardé comme un vaste terrain de jeu. La surface dépliée de l'épithélium intestinal, donc de ces villosités intestinales très nombreuses, représente à peu près la surface de 2 terrains de tennis. Dans le même temps, il y a dans 1 gramme de sel autant de bactéries qu'il y a de cellules dans tout le cerveau humain. Donc on voit que la masse de micro-organismes présente, la biomasse, est très très importante, et on imagine de ce point de vue-là qu'il y a énormément d'interactions entre les bactéries d'une part et les cellules humaines d'autre part. Alors comment se passent les choses au début de la vie ? Bien, finalement, le tube digestif est stérile in utero chez l'enfant à naître, et il est colonisé de façon importante au moment même de la naissance, où il est exposé au microbiote maternel ainsi qu'aux micro-organismes qui sont présents dans l'environnement. Le microbiote du nouveau-né, dans sa partie dominante, est en forte évolution. Il est plus simple que celui de l'adulte en nombre d'espèces. Et la colonisation microbienne au moment de la naissance et dans les jours et les semaines qui suivent est soumise à de nombreuses influences. On peut imaginer par exemple que la naissance par voie basse par rapport à une naissance par césarienne va avoir un impact sur la colonisation du microbiote intestinal. De la même façon, les modes alimentaires vont jouer énormément. L'alimentation au lait maternel par rapport à une préparation par nourrisson va également avoir un impact majeur sur l'évolution, le développement du microbiote intestinal chez le nouveau-né. Plus précisément, donc on a un petit nombre d'espèces bactériennes qui constituent le microbiote dominant du nouveau-né, et ces espèces-là se relaient en dominance à mesure que change le tube digestif lui-même et l'alimentation du nouveau-né. La composition du microbiote se complexifie énormément au moment du sevrage avec l'apport des aliments solides. Et on pense aujourd'hui qu'un équilibre fonctionnel est atteint vers l'âge de 2 ans. Il est possible que les populations microbiennes varient encore, mais en termes de fonction, de contribution à la physiologie intestinale, on a vers l'âge de 2 ans un équilibre qui fait que le microbiote ressemble déjà énormément à celui de l'adulte. Et puis à l'autre extrémité de la vie, à mesure que l'on entre dans le grand âge, on a des équilibres de population qui varient, qui évoluent un peu. La caractéristique principale pour le microbiologiste est une augmentation de la part inconnue ou nouvelle, et donc une augmentation de la diversité des espèces bactériennes dominantes. La physiologie intestinale change, l'acidité de l'estomac diminue, il y a peut-être plus de bactéries de l'environnement qui peuvent effectivement coloniser l'intestin, et de ce fait, on a une diversification des populations. Alors si l'on va un petit peu plus dans le détail sur la composition du microbiote intestinal, donc nos outils de travail de microbiologie permettent d'identifier d'une part les grandes familles de microbes qui sont présents dans nos intestins. Et du point de vue des grandes familles, ce que l'on observe, c'est que tous les individus sont assez semblables. Donc on se ressemble tous avec une caractérisation du microbiote en grande famille bactérienne.
Par contre, si l'on utilise une mesure beaucoup plus fine et qu'on s'intéresse à la diversité des espèces, alors on sait qu'à ce niveau-là, il existe seulement un tout petit nombre d'espèces qui sont communes à plusieurs individus. Et ces espèces-là constituent un noyau qui vraisemblablement a un rôle fonctionnel important, mais qui, par rapport à la diversité microbienne de l'écosystème, ne représente qu'une toute petite partie. Donc on est à la fois tous très semblables et en même temps tous différents dans la mesure où on peut, dans chaque individu, identifier des espèces bactériennes qui lui sont propres. Alors, quels sont les rôles majeurs exercés par le complexe microbien présent dans l'intestin humain? Donc cette diapositive résume de façon globale les grandes contributions fonctionnelles du microbiote intestinal. Dans la partie bleue à gauche, vous avez la contribution à la dégradation de l'aliment, notamment le métabolisme des fibres, les fibres étant des composés qui sont non dégradés et non absorbés par les enzymes d'origine humaine et qui, de ce fait, atteignent les parties distales de l'intestin intactes. Et arrivant dans le côlon, par exemple, elles sont prises en charge par les bactéries intestinales, elles sont dégradées, métabolisées et conduisent à la formation de produits de fermentation bactérienne. Les bactéries sont également capables de produire des vitamines, notamment des vitamines du groupe B, qui pour certaines sont très peu apportées par l'alimentation. Et puis elles vont contribuer également à la dégradation de composés qui en quantité sont beaucoup moins importants dans l'alimentation, les micronutriments notamment, qui sont associés aux fibres alimentaires et qui pour certains exercent des rôles intéressants comme l'activité antioxydante par exemple. Et puis enfin le microbiote par rapport à l'aliment contribue également à la dégradation des xénobiotiques, les composés plutôt chimiques apportés par la technologie, par l'environnement. Dans certains cas, cette contribution du microbiote est importante dans la mesure où ça peut conduire à une détoxification. On sait depuis seulement quelques années, et ça va être le sujet de la suite de ma présentation, que le microbiote peut contribuer au stockage des graisses et ou à la collecte de l'énergie apportée par l'aliment. Et puis enfin, un autre grand domaine d'importance du point de vue des fonctionnalités du microbiote concerne la protection vis-à-vis des maladies infectieuses notamment. Le rôle du microbiote ici étant important pour la maturation du système immunitaire et également globalement ce qu'on appelle l'effet de barrière. Je vais revenir plus précisément sur ces différents éléments qui concernent le rôle du microbiote intestinal dans la suite de la présentation. Après vous avoir dit que l'un des outils qui permet d'étudier de façon globale les rôles du microbiote intestinal est ce que l'on appelle la gnotobiologie. Donc cet outil est basé sur l'aptitude à élever dans un environnement stérile, pour simplifier une bulle stérile, on l'appelle isolateur, c'est ce qui est représenté ici, des souris, des rongeurs, des souris, des rats, qui peuvent être élevés en l'absence totale de micro-organismes, donc on parle d'axénie ou de sans germe, et que l'on peut inoculer spécifiquement avec une bactérie, avec un ensemble de bactéries, y compris avec un cocktail de bactéries d'origine humaine par exemple, pour étudier le rôle spécifique qu'exercent ces micro-organismes sur la physiologie et la santé de l'animal. Et si l'on compare globalement les différences que l'on observe entre des animaux qui sont colonisés par des bactéries et des animaux qui sont élevés sans germes, eh bien, j'ai résumé ici quelques observations. La présence du microbiote est associée à des modifications macroscopiques que l'on pourrait voir à l'œil, notamment la vascularisation autour de l'intestin, la présence de vaisseaux sanguins est impactée par le microbiote. L'épaisseur de la couche musculaire autour de l'intestin humain. Les activités enzymatiques digestives sont également
modulés, augmentés par la présence des bactéries intestinales. Et puis, pour ce qui a trait à la construction de l'immunité, la production de molécules signal, comme des cytokines, des immunoglobulines, le développement des plaques de Peyer et les lymphocytes dans l'épithélium intestinal. Donc, tous ces composés-là sont augmentés en présence d'un microbiote intestinal par rapport à ce que l'on observe sur des animaux sans germes. Et par opposition, la présence du microbiote intestinal va diminuer la sensibilité aux infections, va diminuer la couche de mucus intestinal qui tapisse toute la paroi du côlon notamment, vraisemblablement en jouant sur la dégradation du mucus. Les bactéries sont capables de dégrader une partie du mucus produit. Et puis, et on va le revoir, la présence du microbiote intestinal diminue le besoin calorique de l'animal d'environ 20 à 30%. Donc si l'on passe en revue plus en détail cette contribution du microbiote intestinal humain, eh bien, l'interaction entre le microbiote et le bol alimentaire conduit à la fermentation de la partie non digérée, non absorbée de l'aliment. J'ai évoqué ce qu'on appelle les fibres alimentaires et une détoxification de composés nocifs avec, pour certains mécanismes de détoxification, une importance majeure en termes de protection contre le cancer, par exemple. On connaît des interactions entre notre microbiote et les microbes pathogènes, ce qu'on appelle l'effet de barrière. Dans certains cas, l'effet de barrière est connu par l'identification de molécules produites par les bactéries et qui sont directement actives contre des bactéries pathogènes. Et je l'ai évoqué, dans d'autres cas, le microbiote stimule simplement de façon moins spécifique le système immunitaire de l'organisme. La fermentation bactérienne dans l'intestin conduit à ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, qui sont les produits terminaux de l'activité des bactéries. J'ai résumé ici sous le sigle AGCC. Et ce que l'on voit ici, c'est que les AGCC produits par la fermentation bactérienne vont avoir un impact sur un ensemble de fonctions liées à la physiologie et aux défenses de l'organisme. La motricité intestinale, l'absorption de l'eau et d'électrolytes au niveau de l'intestin, un rôle très important au niveau du côlon, la prolifération des cellules épithéliales qui sont en permanence renouvelées dans l'intestin. Les AGCC peuvent servir de source d'énergie pour les cellules de l'épithélium intestinal et même les tissus. On sait que l'acétate, par exemple, qui est le produit majeur, est une source d'énergie pour le muscle, le cœur ou le cerveau humain. Et puis enfin, ils vont avoir un impact sur le développement, la maturation du système immunitaire. La flore intestinale, donc, interagit directement avec nos cellules humaines. On l'a vu dans la stimulation du système immunitaire, mais également dans le développement des tissus et la favorisation des mécanismes de défense passifs. Et puis enfin, des bactéries apportées par l'aliment, si elles sont apportées en quantité suffisante, peuvent, dans certains cas et pour certaines souches particulières, participer à des effets santé potentiels. C'est ce qu'on appelle les probiotiques alimentaires. Je ne développerai pas davantage cet aspect-là à ce stade. Pour ce qui concerne le système immunitaire, pour en parler un peu plus en détail, eh bien, il y a un équilibre nécessaire, permanent, entre deux actions possibles. D'une part, la tolérance et d'autre part, l'inflammation. Et notre intestin est un lieu d'exposition à un complexe microbien, comme on l'a vu, certains micro-organismes pouvant être pathogènes. Et donc, le système immunitaire échantillonne en permanence les micro-organismes qui sont présents et doit décider si ces micro-organismes font partie du microbiote intestinal normal, auquel cas on va développer une réaction de tolérance, ou s'il s'agit de micro-organismes pathogènes, auquel cas on va devoir développer une réponse inflammatoire pour éliminer
les pathogènes. Le microbiote intestinal donc, joue un rôle clé de ce point de vue-là. En absence de microbiote, on a un mauvais développement ou une mauvaise maturation du système immunitaire. On a des modifications importantes de la tolérance, y compris par rapport à des composés d'origine alimentaire. Et puis, on ne développe pas d'inflammation dans des modèles animaux de maladies inflammatoires, par exemple. Donc, le microbiote est clé par rapport à ces mécanismes. Enfin, je vais vous donner quelques images pour illustrer la diversité des micro-organismes et insister sur un point particulier, le fait qu'on est capable au laboratoire de ne cultiver qu'une toute petite partie des bactéries qu'on héberge dans nos intestins. Même si, depuis un peu plus d'un siècle, on sait cultiver les bactéries dans les laboratoires, et depuis une cinquantaine d'années maintenant, on est capable de cultiver des micro-organismes dans des conditions anaérobies, donc en absence d'oxygène, qui sont les conditions qui siègent au niveau de l'intestin. Donc 2 diapositives pour vous donner une idée de la diversité des morphologies bactériennes présentes. Donc vous voyez ici des bactéries allongées, ce qu'on appelle des bacilles, et des bactéries rondes, circulaires, que l'on appelle des coques. Les espèces qui sont présentées ici sont des espèces dominantes dans l'intestin humain. Et puis quelques micro-organismes qui vont être sous-dominants. On héberge quelquefois dans notre intestin des levures, souvent des lactobacilles qui forment ces longs bâtonnets et qui sont présents à des niveaux de population sous-dominants, encore une fois. Puis on a quelques particularités ici, des bactéries qui sont capables de s'ancrer dans l'épithélium intestinal et vraisemblablement de ce point de vue-là de dialoguer de façon encore plus intime avec nos cellules humaines. Et puis des bactéries qui sont ici des bactéries pathogènes que l'on peut porter de façon classique dans l'intestin sans avoir de pathologie dès lors que le microbiote normal les maintient à des niveaux faibles de population. Alors une illustration un petit peu clé pour l'existence d'une fraction cultivable assez limitée. Au laboratoire aujourd'hui, on cultive seulement à peu près 30% du microbiote dominant de l'intestin humain, ce qui veut dire que quand des collègues nutritionnistes ou des collègues médecins, gastro-entérologues s'adressent à nous pour poser des questions qui concernent le microbiote intestinal, on reste très limité dans les réponses que l'on peut apporter tant que l'on utilise la culture in vitro au laboratoire comme outil d'analyse. Et donc, on a vu se développer des outils d'exploration de la fraction non cultivable du microbiote intestinal, qui sont essentiellement basés sur l'utilisation des gènes, du génome des micro-organismes, au sein duquel on peut trouver des marqueurs qui nous permettent d'identifier les micro-organismes présents et donc d'aboutir à une caractérisation de la globalité du microbiote intestinal humain. Alors une diapositive un petit peu compliquée qui vous donne une idée des grands groupes bactériens présents dans le microbiote intestinal humain de façon récurrente. J'ai présenté ici à droite un grand nombre d'études qui ont porté sur la réévaluation du microbiote intestinal humain par des outils indépendants de la culture. Et ce que l'on voit, c'est que, alors qu'il existe aujourd'hui reconnu à l'échelle de la planète plus de 50 divisions bactériennes différentes, seulement 3 sont très représentées dans le microbiote intestinal humain. Les Bacteroidetes, qui sont des micro-organismes gram-négatifs, les Firmicutes, qui sont présentés ici, les gram-positifs, et les actinobactéries. Je vous donne ces noms un petit peu barbares de groupes bactériens dans la mesure où je reviendrai sur les Bacteroidetes et les Firmicutes, qui, à eux deux, représentent environ 80% des bactéries que chacun de nous héberge dans nos intestins. Enfin, donc je passe à la deuxième grande partie de mon exposé.
Quel est le rôle potentiel du microbiote intestinal dans l'obésité? Peut-on identifier son rôle réel? Est-ce qu'il y a des déviations particulière dans ce contexte qu'est l'obésité. Donc on vous a déjà parlé dans les présentations précédentes de cette série de présentations du rôle de la génétique dans l'obésité. C'est un élément important. Il y a dans le génome humain des gènes marqueurs de susceptibilité. Il y a aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, une évolution dans la nutrition qui fait que l'homme est aujourd'hui exposé à une pléthore en termes de nourriture, au moins dans les pays développés, les pays occidentaux, alors que en termes d'évolution, l'organisme humain a été adapté à devoir survivre à des périodes de disette. Et donc il y a peut-être une inadaptation entre le génome dont on hérite et les conditions dans lesquelles on s'alimente aujourd'hui. Malgré tout, la génétique n'explique qu'une partie seulement du contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec une épidémie réelle d'obésité au niveau mondial, y compris dans les pays en voie de développement. Et cette diapositive illustre l'existence de très nombreux facteurs pouvant jouer un rôle, qu'il s'agisse bien sûr de la nutrition, de l'activité physique, mais également du statut social, de l'apport alimentaire, des procédés de technologie alimentaire, de l'exposition à des polluants, d'aspects plus psychologiques et sociétaux, et puis également de l'exposition à des allergènes ou des micro-organismes pathogènes. Et puis on pense aujourd'hui, dans l'obésité notamment, que le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle. Et donc je vais essayer de développer, en essayant de vous présenter, quelles sont les raisons qu'on a de penser ça aujourd'hui. Alors malgré tout, cette hypothèse d'un rôle du microbiote intestinal dans l'obésité, elle n'est pas spécifique de l'obésité. Il existe un grand nombre de pathologies aujourd'hui pour lesquelles on imagine que le microbiote intestinal pourrait jouer un rôle. Et si l'on regarde quelles ont été, durant la deuxième moitié du siècle passé, l'évolution des maladies infectieuses, ce que montre cette figure dans la partie gauche, c'est que au fil de la deuxième moitié du siècle dernier, on a de plus en plus maîtrisé les maladies infectieuses à la surface de la planète. Et dans le même temps, ce que l'on a pu observer, sans en connaître les causes réelles, c'est une augmentation des maladies à composante immunitaire, telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, le diabète, l'obésité, les maladies allergiques. Et donc, pour ces maladies, pour pratiquement l'ensemble de ces maladies à composante immune, eh bien, on suspecte aujourd'hui un rôle du microbiote intestinal. Donc ce tableau est un petit peu chargé, mais simplement il liste un ensemble de maladies ou de contextes physiopathologiques, tels que la fragilité particulière chez les personnes âgées, les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique ou pochite, les maladies métaboliques, l'obésité, le diabète de type 2, et également des maladies de type allergique, ainsi que même des maladies à composante neurologique telles que l'autisme tardif. Dans ces différents contextes, on a une suspicion forte de l'implication du microbiote commensal, le microbiote normal de l'intestin chez l'homme, sur la base d'études ayant été réalisées sur des modèles animaux, mais également basées sur l'utilisation ou l'impact d'antibiotiques, de probiotiques, ou des études cliniques sur des cohortes plus ou moins grandes de volontaires humains, par exemple. Alors que se passe-t-il dans l'obésité ? On sait déjà depuis un grand nombre d'années, presque 15 ans, que les souris sans bactéries se suffisent de 30% de calories en moins par rapport à des souris que j'appelle conventionnelles, donc qui hébergent un microbiote normal, pour maintenir leur poids corporel. C'est les travaux de Vostman en 1983. Ces travaux-là ont été récemment revisités, notamment par une équipe américaine, pilotée par le professeur Gordon,
qui ont comparé le microbiote, l'impact du microbiote, la présence du microbiote chez des souris. Et donc ce que cette diapositive illustre, c'est que si l'on compare des souris sans germes, ici marqué GF, par rapport à des souris colonisées, on voit qu'il y a une différence importante dans la fixation de matière grasse. Donc ici, à 8 semaines, des souris sans germes par rapport à des souris conventionnelles, analysées sur différents paramètres, mangent davantage, ont davantage d'activité physique, et malgré ça, elles développent moins de matière grasse, environ 60% de moins. Et si l'on s'intéresse un petit peu plus en détail à ce qui se passe chez les souris conventionnelles, donc les souris conventionnelles sont les souris qui hébergent leur microbiote normal, mais on est capable, comme je l'ai évoqué, de prendre des souris sans germes et puis d'inoculer à ces souris le microbiote de souris conventionnelles ou normales. Et donc, que se passe-t-il quand on réalise cette inoculation? Eh bien, les souris initialement sans germes et conventionnalisées se comportent pratiquement comme des souris porteuses d'une flore dès la naissance. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une augmentation de la fixation de matière grasse d'environ 20%, malgré une réduction de la prise alimentaire de l'ordre de 30%. Donc on a ici une image importante qui nous montre le lien étroit entre la présence du microbiote intestinal et le comportement de l'organisme entier vis-à-vis de la fixation de matière grasse. L'une des études les plus marquantes qui a été réalisée par ce groupe américain a été basée sur la transplantation du microbiote de souris génétiquement obèses, celles qui sont à gauche sur cette diapositive, qui ont une mutation dans un gène qui entraîne l'obésité. Donc transplantation de leur microbiote dans des souris sans germes, de la même lignée, mais des souris génétiquement normales. Que se passe-t-il quand on réalise cette expérience de transplantation? Eh bien, ce que l'on observe, c'est que le transfert de microbiote à des souris sans germes fait qu'on a une augmentation immédiate, en 2 semaines à peu près, de la matière grasse, donc augmentation de la matière grasse, une prise de poids associée à l'augmentation spécifique de la matière grasse lorsque les souris sans germes sont inoculées avec le microbiote de souris obèses par rapport aux mêmes souris sans germes inoculées avec le microbiote de souris conventionnelles. Et si l'on s'intéresse plus finement aux métabolites issus de la fermentation bactérienne, quand on transfère le microbiote de souris initialement obèses à des souris sans germes, bien, ce que l'on observe, c'est une production accrue de certains métabolites bactériens que j'ai évoqués, l'acétate le plus représenté et le butyrate, qui sont des sources d'énergie pour les cellules de l'organisme eucaryote de la souris. Donc on a une augmentation des produits de fermentation qui peut contribuer à l'énergie. Dans le même temps, on est capable de mesurer la fraction résiduelle de l'énergie alimentaire au niveau des fesses des souris. Et cette fraction résiduelle, donc le restant d'énergie après le transit intestinal et l'absorption, est inférieure chez les souris qui ont reçu le microbiote d'un donneur obèse par rapport à celles qui ont reçu le microbiote d'un donneur maigre. Et donc la récupération énergétique est favorisée par le microbiote de souris obèse. Donc on a ici des démonstrations assez marquantes. L'augmentation de la masse grasse chez la souris est transférable par le microbiote de souris obèse. Et les collègues ont pu observer dans le même temps que la composition du microbiote des souris obèses était sensiblement différente de celle des souris sauvages, et notamment dans les proportions des grands groupes bactériens que j'ai évoqués tout à l'heure, les firmicutes et les Bacteroidetes, qui représentent à eux deux à peu près 80% des populations. Les firmicutes sont plus représentés, les Bacteroidetes moins représentés chez les animaux obèses. Que se passe-t-il chez l'homme?
bien, je vais vous présenter les résultats d'une première étude qui a été réalisée en 2006 chez des sujets américains. Donc on va regarder les deux extrêmes de cette figure. À droite, le contrôle, qui sont des individus de poids normal. On voit que la proportion des firmicutes est de l'ordre de 75% à peu près, les bactéroïdètes environ 25%. On a ici le contrôle normal. Et par opposition, au temps zéro de l'étude, des sujets obèses ont une surreprésentation des firmicutes, une sous-représentation des bactéroïdètes. Donc une déviation dans la composition du microbiote intestinal qui est identique à ce que l'on a pu observer chez les souris qui sont génétiquement obèses. Et puis ces individus-là sont soumis à un régime très bas en calories pendant 1 an, 52 semaines. Et ce que l'on voit au fil du temps, à mesure que ces personnes perdent du poids, c'est une rééquilibration ou un rééquilibrage des populations bactériennes intestinales qui fait qu'après 1 an, les populations microbiennes ressemblent davantage à celles des individus contrôle. Donc, en termes de message, ici, on a à partir d'environ 6% de perte de poids chez les individus obèses soumis à une restriction calorique, une modification de l'équilibre du microbiote intestinal, notamment dans le ratio firmicutes sur bactéroïdètes. Comme vous pouvez l'imaginer, les outils de la microbiologie, notamment les outils indépendants de la culture, permettent d'aller voir plus en détail quelles sont les espèces bactériennes spécifiquement concernées. Indépendamment d'un rôle sur l'utilisation de l'énergie alimentaire, l'impact du microbiote intestinal peut être plus directement lié à un dialogue qui existe entre les bactéries dans l'intestin et les cellules qui tapissent l'épithélium intestinal. Et l'analyse de cet impact a été réalisée et a montré qu'un ensemble de gènes de la souris sont surexprimés ou sous-exprimés en présence d'un microbiote par rapport aux animaux sans germes. On a vu que ça avait un impact sur la fixation de la masse grasse, qui est illustrée ici sur certains composants graisseux de l'organisme souris. On a pu montrer qu'un gène particulier, le gène FIAF, est sous-exprimé dans l'épithélium intestinal. Or, on sait que ce gène et la protéine liée à l'expression de ce gène va avoir un impact sur la fixation des corps gras via l'activité d'une enzyme, la lipoprotéine lipase, au niveau des adipocytes du tissu adipeux. Donc on a ici une illustration de la régulation de la fixation des acides gras par l'impact de la présence du microbiote sur l'expression des gènes de la souris qui l'héberge. Donc si on essaye de résumer les deux premiers concepts qui ont été évoqués ici, les bactéries intestinales vont avoir un impact d'une part sur la dégradation des composés d'origine alimentaire, notamment les polysaccharides ou les fibres alimentaires, et dans le même temps, un impact potentiel sur l'expression des gènes de la souris au niveau de l'épithélium. Et ces deux éléments se combinent pour aboutir, via l'activité d'un enzyme au niveau des adipocytes et via l'activité d'enzymes au niveau du foie, pour aboutir à l'augmentation du stockage des triglycérides dans les adipocytes. Alors, plus récemment, à la suite des travaux de ces équipes américaines, 2 autres pistes ont été proposées par la recherche scientifique. L'une de ces pistes a trait à l'existence d'une inflammation de bas niveau dans le tissu adipeux. Elle a été mise en évidence par l'observation d'un afflux de macrophages, qui sont des cellules de l'immunité, à la périphérie des adipocytes qui sont plus développés, plus gros, dans le tissu adipeux des sujets obèses. On voit donc ce qui est représenté ici de façon schématique, l'afflux de macrophages. On a inflammation bas grade et on a donc de ce point de vue-là un acteur potentiel dans l'entretien de la chronicité
de l'obésité, mais également potentiellement une cible dans l'accompagnement thérapeutique pour lutter contre l'obésité et peut-être interrompre un cercle vicieux d'entretien de l'obésité via l'inflammation. Alors, un petit peu plus en détail, une observation réelle de tissu adipeux est présentée ici. Donc les adipocytes chez un individu maigre sont de toute petite taille. Par opposition, chez l'individu obèse, ils sont de grande taille. Et si l'on les observe dans le tissu adipeux, ce que l'on voit par des marquages appropriés, c'est chez l'individu obèse l'afflux de macrophages qu'on a évoqué tout à l'heure et qui peuvent donc induire un contexte inflammatoire. L'altération des tissus adipeux pouvant avoir des conséquences locales sur l'expression d'enzymes et la fixation des corps gras, mais également des conséquences systémiques à distance, au niveau du foie, du muscle ou des vaisseaux sanguins, avec toutes les répercussions de comorbidité associées à l'obésité. Alors pourquoi cette inflammation ? Bien, la piste sur laquelle travaille aujourd'hui la recherche scientifique est le rôle que pourrait jouer ce qu'on appelle le LPS, le lipopolysaccharide, qui est une composante de la paroi de certaines bactéries intestinales. Et donc il est possible que dans le déséquilibre des populations microbiennes au niveau de l'intestin, l'organisme soit exposé à un afflux de lipopolysaccharides. Et donc ce lipopolysaccharide, par le passage à travers la paroi intestinale, induise la prolifération des macrophages, la réponse inflammatoire et en conséquence la baisse de la sensibilité à l'insuline et l'augmentation de la fixation des corps gras au niveau des différents tissus, muscles, tissus graisseux et foie. Enfin, une des dernières pistes les plus récentes qui a été explorée est le rôle potentiel du microbiote intestinal dans le contrôle de la satiété, de la prise alimentaire. Donc on parle ici de relation entre l'intestin et le cerveau, les mécanismes de régulation de la satiété étant essentiellement liés à des signalisations qui siègent au niveau du cerveau. Et ceci a été montré par l'utilisation à nouveau d'animaux de laboratoire qui sont dépourvus d'un gène impliqué dans la régulation de la satiété, gène qui reconnaît comme signaux les produits de la fermentation bactérienne qu'on a appelé tout à l'heure acides gras à chaîne courte. Donc, ce que l'on voit sur la figure ici, c'est que par rapport à des animaux conventionnels, les animaux qui sont dépourvus de ce gène vont avoir une réponse très forte en présence du microbiote en termes de régulation des mécanismes de réponse de l'hôte. Donc on peut, pour résumer l'ensemble des mécanismes qui sont évoqués sur cette diapositive, ajouter via le LPS, le lipopolysaccharide bactérien, la possibilité de la contribution des bactéries intestinales à la mise en place d'un contexte inflammatoire qui va notamment avoir un impact sur la résistance à l'insuline, mais également via la présence des micro-organismes et notamment la produit de métabolites de fermentation, la régulation de mécanismes à distance et notamment la satiété qui est régulée au niveau du cerveau. L'ensemble de ces mécanismes impactés par la présence de bactéries intestinales contribuant à l'augmentation du stockage des triglycérides dans les adipocytes. Alors si le microbiote intestinal humain dans l'obésité joue des rôles sur la récupération de l'énergie alimentaire, sur la régulation de la fixation des graisses par des mécanismes de dialogue entre les bactéries et l'épithélium intestinal qui est représenté ici, sur la modulation du contexte inflammatoire de bas niveau et de ce point de vue-là également la régulation de la fixation des graisses, et puis enfin sur la régulation de la satiété et de la prise alimentaire. Est-ce que l'on peut identifier parmi ces éléments des leviers d'action contre l'obésité? Donc là, je pense que mon message va être d'effleurer
des domaines du possible, dans la mesure où la connaissance scientifique aujourd'hui ne nous permet pas encore d'avoir des certitudes dans le domaine. Ce qui est important de mentionner, c'est que à mesure que l'on affine la connaissance sur la dysbiose, sur le décalage dans la composition du microbiote chez le sujet obèse par rapport au sujet maigre, on se rend bien compte que le microbiote pourrait être un outil de diagnostic fin du risque de développer à la fois l'obésité ou les complications liées à l'obésité, et notamment au contexte inflammatoire. On sait par ailleurs que des possibilités existent de moduler de façon transitoire le microbiote intestinal humain, et ces modulations pourraient être utilisées pour accompagner les recommandations diététiques ou nutritionnelles et ou la thérapie appliquée dans le contexte de l'obésité, du diabète de type 2 ou des maladies associées. Cependant, donc il est important de bien reconnaître humblement que la dysbiose dans l'obésité doit encore être précisée davantage. Notamment, il est important d'être capable d'identifier des espèces bactériennes qui pourraient être des marqueurs de cette dysbiose chez les patients. D'essayer de savoir si la dysbiose a un rôle princeps, un rôle initial, un rôle causal dans le déclenchement de l'obésité ou dans la chronicité associée à cette pathologie, ou si c'est au contraire une conséquence de la pathologie. Et puis, il est important également de décrypter les mécanismes d'action par lesquels le microbiote peut jouer un rôle de façon beaucoup plus fine que cela n'a été fait aujourd'hui. Alors, il existe au niveau international de nombreux projets qui s'intéressent à l'étude des relations entre le microbiote intestinal et l'obésité. Et j'ai envie de citer ici 2 projets qui sont coordonnés au niveau français. Un projet financé par la Commission européenne qui s'appelle METAIT, qui est coordonné par un collègue de l'INRA, et un projet financé au niveau français par l'Agence nationale pour la recherche et qui s'intéresse spécifiquement au microbiote intestinal dans l'obésité et notamment chez des patients subissant ou suivant un régime hypocalorique pendant une période de 6 semaines et qui sont suivis ensuite pendant une période d'1 an. J'illustrerai rapidement quelques résultats émergents de ces travaux, mais à ce stade, je souhaite apporter un remerciement en tant que microbiologiste aux collègues cliniciens qui, dans le cadre de ces projets, nous permettent de travailler sur des cohortes de patients et de contrôle de sujets contrôle qui sont des volontaires qui participent à ces études. Dans le contexte du projet européen METAIT, 180 individus d'une cohorte du Danemark ont été inclus et leur microbiote intestinal est en cours de caractérisation de façon la plus fine possible aujourd'hui. Dans le projet Microbes, de la même façon, 50 volontaires français ont été inclus dans l'étude et ont suivi le régime hypocalorique. Alors, quelques résultats tout nouveaux, tout neufs, pas encore publiés dans la littérature scientifique aujourd'hui, mais que je ne peux pas vraiment résister à vous présenter. Eh bien, le projet européen METAIT montre que des gènes et des génomes bactériens peuvent être effectivement identifiés comme spécifiques du microbiote des sujets obèses. Donc on a ici représenté sous la forme de petits points chacun des individus dont on a caractérisé le microbiote intestinal, une cohorte ici de 86 volontaires, et on a codé par le code couleur leur indice de masse corporelle. Donc les sujets de poids normal sont représentés sous la forme des petits triangles bleus. En vert, on a les indices de masse corporelle qui vont de 25 à 29,9, surpoids puis obésité. Et en rouge, on a donc l'obésité avec des indices de masse corporelle qui sont au-delà de 30. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une déviation du microbiote intestinal quand on va des sujets maigres aux sujets obèses. Et donc on va pouvoir
par ce type d'approche, identifier spécifiquement des espèces bactériennes qui sont associées à la physiopathologie de l'obésité. Et puis on s'intéresse de façon séparée par rapport à ces travaux aux protéines bactériennes et on identifie des protéines bactériennes qui sont spécifiques du microbiote intestinal de sujets obèses. Donc de la même façon, ce que montre l'illustration à gauche ici, c'est qu'on est capable de dissocier complètement les sujets obèses par rapport à des sujets sains sur la base de l'identification des protéines bactériennes. Donc on va à terme pouvoir avancer vers la constitution de modèles diagnostiques qui permettent de séparer nettement les patients par rapport aux sujets sains et de ce point de vue-là d'identifier des cibles particulières dans le microbiote intestinal. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir apporté par cette présentation un peu de connaissances sur le lien qui pourrait exister entre les bactéries du microbiote intestinal et l'obésité. Et je souhaite, autant que je pourrais le faire, répondre à toutes les questions que cette présentation aura pu susciter. Merci beaucoup. Donc, on va passer aux questions. Donc, je vous fais passer le micro. Levez la main s'il y en a. Oui. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est le microbiote un peu pathogène qui génère l'obésité ou est-ce que c'est l'obésité qui génère ce microbiote un peu pathogène? Alors, on n'a pas la réponse à cette question, je dois être honnête, et c'est le cas pour l'ensemble des maladies immunes que j'ai évoquées et pour lesquelles on a une suspicion d'un rôle du microbiote dans le développement on a une association entre un microbiote différent et la pathologie. Donc on met en évidence des associations particulières et à ce stade, on n'a pas la certitude que la déviation du microbiote est un élément causal de la pathologie. Par contre, dans la mesure où ce sont des maladies avec une composante immune, on a un ensemble d'observations qui indiquent que le microbiote altéré va contribuer à entretenir un contexte inflammatoire et le contexte inflammatoire va lui-même contribuer à la chronicité de la pathologie. Et on a de ce point de vue-là un cercle vicieux qui pourrait être potentiellement interrompu par une modulation du microbiote intestinal, une intervention qui permettrait de reconstruire un microbiote qui ressemble à celui de l'individu en bonne santé. Donc, même si le microbiote n'est pas nécessairement l'élément déclencheur, la déviation du microbiote, si on est capable de la moduler et de restituer un microbiote tel qu'on l'a chez l'individu en bonne santé, eh bien on pense qu'on est capable de rompre le cercle vicieux qui entretient la chronicité de la pathologie. Oui. Vous avez parlé d'autisme tardif. C'est à quel âge et quel serait le mécanisme? Alors, l'autisme tardif, tel qu'il est décrit dans la littérature que j'ai pu lire, c'est l'autisme que les anglo-saxons appellent late onset autism. Et ma compréhension est qu'il apparaît à l'adolescence, entre 15 et 25 ans. Et ce qui a été observé aujourd'hui est rapporté dans 3 ou 4 publications scientifiques, c'est une déviation du microbiote intestinal qui est spécialement caractérisée par une prépondérance de bactéries appartenant au genre Clostridium et avec une étude montrant l'identification d'une espèce bactérienne spécifiquement surreprésentée chez les patients atteints d'autisme tardif. De la même façon, on n'a pas aujourd'hui de certitude sur le rôle causal de ces micro-organismes ou simplement si ça peut être une conséquence de cette manifestation physiopathologique. Bonsoir, merci. Bonsoir. Je voulais savoir si d'une part une bactérie pouvait être digérée
Et d'autre part, c'est l'origine précise des LPS. Donc je crois que vous avez dit parois bactériennes, mais je ne suis pas sûre. Et ensuite, si c'était assimilé comme des graisses, ou bien, bon, j'imagine que oui, comme des sucres, parce que c'est l'hypopolysaccharides. Oui, alors, donc, voilà, j'ai cru plusieurs voir, questions voilà, 2 questions. en une. La première, est-ce que les bactéries peuvent être dégradées dans l'intestin? C'est cela? Alors, de ce point de vue-là, ce que l'on sait, c'est que les micro-organismes se multiplient dans l'intestin quand ils sont dans un écosystème favorable, et une partie des micro-organismes va effectivement lyser, donc être dégradée naturellement au cours du transit. Les collègues qui ont essayé de mesurer l'importance de la lyse bactérienne évaluent à environ 30% la fraction du microbiote fécal humain correspondant à des bactéries lysées ou en phase de lyse, en phase de dégradation. Alors on peut imaginer effectivement que les composants qui en résultent peuvent être absorbés au niveau de la paroi intestinale et à ce moment-là être, on va dire, assimilés par l'organisme. Le LPS, le lipopolysaccharide, qui est certainement un élément majeur dans la mise en place et l'entretien de l'inflammation bas niveau dans l'obésité, vient de la paroi bactérienne. C'est une composante normale de la paroi bactérienne. Des bactéries à gram négatif exclusivement. Et donc de ce point de vue-là, une déviation dans la composition du microbiote peut jouer un rôle. L'organisme est également exposé aux lipopolysaccharides bactériens de façon plus importante si la perméabilité de l'épithélium intestinal est augmentée. Et donc on pense aussi qu'il est possible que la perméabilité intestinale soit supérieure et qu'on ait de ce point de vue-là une exposition accrue du système immunitaire sous-jacent au LPS bactérien. Je ne suis pas sûr d'avoir totalement répondu à votre question. Est-ce que le LPS lui-même est assimilé comme les graisses? Alors en fait, c'est une molécule amphiphile, c'est-à-dire c'est une molécule qui va avoir la particularité de pouvoir se fixer dans les micelles, les composés de transport de la matière grasse dans l'organisme, et notamment au niveau des kilomicrons. Donc il est fort possible que le LPS soit véhiculé dans l'organisme principalement par les kilomicrons ou les chilomicrons, et de ce point de vue-là que sa vectorisation ou son transport vers les tissus adipeux soit encore plus importante finalement que la diffusion globale dans l'organisme. Si c'est le cas, il va être de toute façon pris en charge par les macrophages, et là il est métabolisé, il est lysé au niveau du macrophage. On a une autre question de au fond. Bonsoir. Bonsoir. J'ai 2 questions. La première, c'est que qu'est-ce qui peut faire qu'une personne peut ne pas avoir de l'absence, de flore intestinale? Et la deuxième, il semble que le piment fait partie des aliments qui fait maigrir, mais en même temps, ça détruit aussi ce qu'on appelle la flore intestinale. Est-ce vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Alors, chez l'homme, on n'a pas d'exemple d'individus qui vivraient normalement sans flore intestinale. C'est-à-dire que nous sommes tous, dans la salle ici, colonisés par un complexe microbien très dense. Je vous ai dit 100 000 milliards de bactéries chacun à peu près. Même quand on prend des antibiotiques à spectre large, qui peuvent avoir un impact sur le microbiote intestinal, on va baisser très très peu le niveau total de population. Donc ce qui se passe la plupart du temps quand on prend un antibiotique, c'est que les populations dominantes peuvent être sensibles, elles vont être reléguées à des niveaux sous-dominants, et puis des bactéries qui sont moins sensibles vont prendre leur place et vont apparaître en dominance à leur place à des niveaux de population à peu près équivalents. Donc il y a très très peu de différence à l'échelle de la planète sur le niveau de colonisation de l'intestin humain d'un individu à l'autre.
je pense répondre à la première partie de votre question. La deuxième partie, les piments. Les piments sont des composés alimentaires qui contiennent effectivement des molécules aromatiques qui ont un impact potentiel sur le microbiote intestinal. J'imagine assez peu différent dans ce que ça va produire au final, assez peu différent de ce que l'on va avoir comme impact des antibiotiques finalement, quoi. Donc potentiellement, on va pouvoir moduler un petit peu les populations. Les composés aromatiques vont être défavorables à certains micro-organismes. Peut-être certains autres micro-organismes seront beaucoup moins sensibles, et donc il va y avoir des relais de population, mais globalement, la population intestinale sera assez peu diminuée en nombre ou en quantité de bactéries par gramme de contenu. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, dans vos expériences, quand vous les faites sur un échantillon humain, est-ce que les hommes réagissent mieux que les femmes au niveau de la diététique? Et puis alors, une autre question, on nous prône la diététique, oui, c'est très bien, mais quand on arrête la diététique, on reprend du poids, et même des fois, on double la prise de poids. Donc, vous vous rendez compte un petit peu la contrainte que cela représente, oui, donc pour les gens obèses, quoi. Donc on a deux aspects ici. Sur la première question, j'ai malheureusement pas beaucoup d'éléments à apporter. L'aspect sexe et microbiote intestinal a été un peu étudié quand les cohortes de volontaires étaient suffisamment importantes, et on n'a pas pu mettre en évidence de relations particulières entre la composition du microbiote intestinal et le sexe. Quand on travaille sur l'impact de la nutrition ou de différents traitements sur le microbiote intestinal ou ses fonctions, on est assez vigilant pour réaliser des études qui prennent en compte, dans la mesure où on pense que ça peut jouer, le moment du cycle chez la femme, pour avoir des prélèvements, par exemple, de selles qui sont réalisées toutes les 4 semaines, et de cette façon-là, ne pas avoir d'interrelation entre le statut hormonal et le microbiote intestinal. Même si on n'a pas de raison de penser très très forte qu'il y a un impact évident. Donc je sais que c'est des réponses partielles seulement. Malheureusement, je ne peux pas apporter beaucoup plus sur ces éléments-là. Et puis sur le dernier point que vous avez évoqué, donc sur le rebond de prise de poids après des périodes de diète. Alors c'est une observation réelle. Dans le cadre de l'étude française que je coordonne, qui est financée par l'Agence nationale pour la recherche, on travaille avec les collègues de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, donc le service du professeur Badevant, et notamment le professeur Karine Clément. On a inclus 50 personnes dans cette étude qui ont subi pendant 6 semaines un régime hyperlow-calories, accompagné par des prises d'une partie de l'alimentation des aliments industriels en fait, qui sont développés spécifiquement pour aider le régime hyperlow-calories. 1200 kilocalories par jour, donc c'est quelque chose d'assez drastique, et le souhait d'avoir des patients qui tiennent ce régime-là pendant 6 semaines a rendu essentiel finalement l'idée de les aider un petit peu par des préparations nutritionnelles particulières, et ça a très très bien marché. En moyenne, les patients ont perdu entre 6 et 10% de leur poids corporel. Malgré tout, on a des individus qui répondent très bien, qui perdent beaucoup de poids, des individus qui répondent beaucoup moins bien, et des individus qui ne répondent pas du tout. Et c'est une constante dans les études qui sont réalisées chez l'homme. Et puis, on a suivi ces individus sur une période longue, puisqu'on a un retour d'une partie des patients à 1 an, et on a, sur une partie des patients qui reviennent, effectivement, des gens qui sont revenus à leur poids initial. On n'a pas de rebond tel qu'on a dépassé le poids initial, mais malgré tout, on a des retours au poids initial qui sont observés. Alors, je n'ai pas les résultats pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire si
durant la période d'évolution favorable du poids des patients, on a effectivement un microbiote intestinal ou des fonctions du microbiote intestinal qui évoluent de façon favorable, et puis ensuite avec l'arrêt de recommandations drastiques en termes nutritionnels et du régime spécifique, est-ce qu'on a un retour du microbiote intestinal, notamment chez les sujets qui ont un rebond? Pour l'instant, cette connaissance-là n'a pas encore été construite, donc je ne peux pas vous donner d'éléments. C'est notre hypothèse, mais c'est encore à l'étude aujourd'hui. En fait. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien, ben on va rester là. Merci, Joël Doré, pour votre conférence. Donc la semaine prochaine, on continue avec Dominique Langin et on va parler des graisses brunes et des graisses blanches. Merci.